avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Parra pour la première édition de ce podcast destiné à parler de traduction sur Radio Sorbonne. Podcast que nous intitulerons A comme Babel, sans publicité en filigrane. Jean-Baptiste Parra est un traducteur polymathe. Il est poète, critique d'art, essayiste, mais aussi éditeur. Il a, c'est un peu impressionnant pour moi, été animateur de radio sur France Culture pendant une dizaine d'années, Poésie sur parole avec André Velter, et il est également animateur, rédacteur en chef, pour être précis, de la revue Europe, une des revues les plus importantes du paysage intellectuel et littéraire français depuis maintenant très longtemps, plus d'un siècle. Il est donc un poète reconnu. La fin des ombres, publié chez Obsidiane, a reçu par exemple le prix Apollinaire, prestigieux prix de poésie. Et il est aussi le premier récipiendaire de notre grand prix de traduction Étienne Doley de Sorbonne Université, dont la première édition a eu lieu en 2017. Il est donc bien normal que ce soit lui qui ouvre le débat sur la traduction et la traductologie, si on accepte ce mot vaguement barbare. Et donc, d'abord et avant tout, bienvenue Jean-Baptiste Parra. Et félicitations pour ce prix que vous avez ouvert il y a déjà quelques années, le prix Étienne Doley. Quelle est, Jean-Baptiste, votre relation avec les langues étrangères? Parce que peut-être qu'avant tout, un traducteur, c'est quelqu'un qui vit avec et peut-être dans des langues étrangères. Pouvez-vous nous en dire quelques mots, pour commencer peut-être? Je crois que tout a commencé, dans mon enfance, sans qu'à l'époque, évidemment, j'en sois vraiment conscient. Les choses se vivent très spontanément et dans l'instant, lorsqu'on est enfant. Mais enfin, il se trouve que ma famille était originaire d'un village qui se trouve dans les Hautes-Alpes italiennes, donc des familles de bergers et de paysans. Un village assez reculé, très archaïque, vraiment à l'écart, je dirais, du monde moderne, quoi. Et c'était de surcroît un peu la fin de cette civilisation paysanne, montagnarde, dans la mesure où ce à quoi j'ai assisté, disons, jusqu'à mon adolescence, c'est au dépeuplement progressif de ces zones de haute montagne. Un certain nombre étant justement comme mes parents avaient émigré à Paris, ils étaient ouvriers, mais ils retournaient 2-3 mois, s'ils prenaient des vacances d'été, si je puis dire, à leur compte, pour retourner l'été là-bas et se remettre à la vie paysanne, faire les moissons, faire la transhumance, etc., et aider en quelque sorte mes grands-parents. Donc c'était un village vraiment pauvre, très, très démuni, mais j'en viens à l'histoire des langues. Mes parents habitant donc l'essentiel de l'année à Paris, j'étais scolarisé à Paris. Donc je dirais que la langue de mes apprentissages a bien évidemment été le français. Mais lorsque nous retournions l'été donc dans les montagnes en Italie, j'étais, sans en avoir bien conscience à l'époque, en fait entouré d'un cercle de langues. Puisque dès que nous descendions du train à Turin, sur l'itinéraire qui devait nous conduire à pied jusqu'à la gare routière, la gare des autocars, là j'entendais parler l'italien. À bord de l'autocar montaient des gens au fur et à mesure des haltes qui, eux, parlaient le piémontais. Lorsque nous arrivions dans notre village, eh bien, c'était une autre langue qui, jusqu'à mes 13 ans, est restée pour moi une langue sans nom, puisque même les habitants de ces villages ne connaissaient pas le nom de leur propre langue. Et je l'ai appris assez tardivement, c'est-à-dire juste après 1968, j'ai appris que c'était l'occitan. Et je l'ai appris incidemment, parce qu'il y avait en France
une sorte de réviviscence de langues régionales, et notamment, c'était la période où il y avait quantité de chanteurs en occitan, et une troupe de théâtre itinérante venue de France a donné un petit spectacle sur la place du village un dimanche, et c'est eux qui nous ont révélé le nom de notre langue. Il y avait enfin une autre... je reviendrai sur l'occitan après. Il y avait enfin une autre langue où là, je pouvais réciter quantité de choses dans cette langue sans en comprendre un mot. Et c'était le latin de l'Église, des services liturgiques. Et là, je connaissais quantité de choses, enfin, toute la messe en latin, le rosaire, enfin, bon, mais sauf que je ne comprenais pas un seul mot. Je reviens sur l'occitan pour dire que d'une part, avec le latin, j'avais aussi une langue qui était quand même une expérience assez étrange, de pouvoir proférer des formules et réciter des formules sans comprendre ce que l'on dit. Mais il y avait aussi l'occitan qui était en fait une langue secrète, parce que c'était la langue que mes parents voulaient qu'on s'adapte à la France, et donc à nous, enfants, ils nous parlaient le français. Mais entre eux, et quand ils ne voulaient pas que nous comprenions, ma sœur et moi, ils parlaient donc l'occitan. Sauf que je n'ai pas parlé un mot d'occitan jusque vers mes 6 ans. Et un jour, avec mes parents, à 6 ans, à peu près à 6 ans, je me suis dit, tout est sorti d'un bloc. C'est-à-dire cette langue dont je n'avais pas encore parlé un seul mot est sortie comme... voilà, de son décoffrage, elle était comme une effet de décoffrage. Tout est venu d'un coup à la stupeur de mes parents, quoi, parce que donc ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus de secret, puisque je pouvais la parler et la comprendre. Donc, bon, tout ça c'est vécu, je dirais, au jour le jour, très, très spontanément. Et bien plus tard, j'ai commencé, je ne sais pas, entre 20 et 25 ans, peut-être, à faire quelques premières traductions, simplement pour le plaisir. Et le temps passant, vient un moment où on s'interroge finalement sur son propre chemin, sur la forme qu'il a pu prendre, sur la signification qu'il peut revêtir. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un lien entre cette enfance entourée, disons, de langues, et puis le fait d'être devenu traducteur. Parce que le fait d'avoir baigné dans plusieurs langues vous donne, comment dire, même si c'est de façon très, très ténue, mais un sens de circulation, de nomadisme, de passage permanent, ne serait-ce qu'à travers l'écoute, pas forcément à travers l'élocution, la parole, le discours, hein, mais à travers l'écoute, vous circulez entre des idiomes. Et finalement, la question de la langue maternelle, pour moi, c'est jamais vraiment posé. Je pouvais dire plutôt que langue maternelle, une langue principale, enfin une langue qui est celle autour de laquelle peuvent graviter les autres. Et c'était là, évidemment, le français, d'autant que c'est en français que j'ai commencé à lire des livres et des écrivains, à découvrir la littérature. Donc elle a vraiment joué ce rôle, disons, de repère premier, quoi. C'est absolument passionnant. Et alors, vous avez finalement reconstitué un petit peu le cercle des langues, hein, dans lequel vous êtes trouvé emmené dès l'enfance, hein, d'après le récit que vous venez de faire. Et en même temps, ce cercle des langues, il vous a conduit à des traductions de l'italien, hein, Tabucchi, Giuseppe Conte, Camillo Barbaro, Montale, etc., mais beaucoup d'autres auteurs, mais aussi à des poètes indiens de langue anglaise et à la littérature, et plus particulièrement à la poésie russe, hein. Alors, est-ce que dans ces différentes langues, on comprend bien que l'italien est une langue de l'enfance, mais les autres langues sont des langues acquises plus tard, j'imagine? Oui, même l'italien, je l'ai appris à Paris, en fait. Hein, d'accord, l'italien aussi. Donc, finalement, quel est le rapport entre le fait d'avoir vécu dans des langues diverses et mystérieuses, mais aussi le fait d'avoir acquis
peut-être d'autres mystères aussi. Bien sûr. Alors, d'abord, ce qu'il faut que je confesse, c'est que je n'ai pas fait de très longues études. Je suis rentré assez vite dans la vie active et que donc je suis très largement autodidacte, en fait. Alors, les choses, disons, se sont passées ainsi. La première... je n'ai jamais séparé les langues de la littérature. En fait, ce n'est pas les langues en tant que telles qui, au départ, m'intéressaient. Je veux dire, il y a des gens qui peuvent avoir une passion pour la langue elle-même. Moi, je dirais que c'était simplement un laisser-passer pour pouvoir naviguer dans la littérature et dans les littératures. Ça a commencé par l'italien. Si vous voulez, ce village dans lequel j'étais, c'était comme à l'écart de l'histoire. C'était très enclavé d'une certaine manière. Et on s'en contente, et c'est presque merveilleux quand on est enfant, parce qu'enfant, on voit toujours les choses beaucoup plus grandes. L'espace semble toujours beaucoup plus vaste. Mais à l'adolescence, quelque chose change. On a l'impression qu'il faut aller derrière les monts, aller voir ce qu'il y a derrière. Et donc là, j'ai commencé à lire pas mal d'auteurs italiens, comme pour élargir, je dirais, cette petite minuscule patrie sans nom, et dont la langue n'avait même pas de nom pendant longtemps, à quelque chose de plus large. Alors j'ai commencé d'ailleurs par deux écrivains du Piémont, où c'était la zone où nous étions, Beppe Fenoglio et Pavese, effectivement. Et puis ensuite, j'ai fait si je puis dire, ma campagne d'Italie. Enfin, vous voyez. Et puis, de fil en aiguille, par un peu les hasards de la vie, je suis rentré à la Revue Europe. Je me suis dit, bon, tiens, pourquoi je ne traduirais pas quelques textes pour la Revue, quoi, pour faire connaître quelques auteurs qui ne le sont pas encore. Et puis tout ça, c'est enclenché. Le russe, c'est une histoire un peu différente. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'aimais énormément la poésie. Et je dirais, sans vouloir prétendre une connaissance comme ça universelle, j'avais vraiment une curiosité vers de larges horizons. Je n'ai jamais conçu la poésie dans des limites hexagonales, ni au demeurant les débats ou les polémiques parfois qui ont lieu au sujet de la poésie. Et donc j'ai toujours eu une vision un peu... Enfin, désiré avoir des horizons plus larges. Et ce qui fait que certains poètes que j'aimais énormément, dans différentes langues, j'ai acheté des éditions dans la langue d'origine. Et puis, petit à petit, parfois, s'ils m'intéressaient beaucoup, je lisais aussi des textes, des critiques, la critique sur eux. Et donc, je me suis mis à lire de l'espagnol, enfin, des différentes langues. Et s'ajoute à cela le fait que la Revue Europe dont vous parlez, les revues, en général, elles sont très pauvres. Elles n'ont pas de gros moyens. Enfin, quand c'est des revues indépendantes, je veux dire, qui ne sont pas adossées à des grosses maisons d'édition ou à des formes de mécénat, etc. Et donc, que pour les besoins de la revue, il y avait des textes à traduire de l'anglais, parfois de l'espagnol, etc. Et donc, pour ne pas grever son budget, que de toute façon, on ne l'avait quasiment pas, j'ai fait quantité de traductions bénévoles, que ça soit parfois des poèmes, que ça soit des textes critiques. Et voilà, les choses se sont un peu enchaînées comme ça. Pour l'Inde, je voudrais quand même en dire un mot. Donc, je n'ai absolument pas connaissance des multiples langues de l'Inde. Hein. Je crois qu'il y a à peu près 24 ou 25 langues officielles, mais des centaines ou des milliers d'autres par ailleurs. Mais il se trouve que j'avais eu à cœur d'essayer de faire un beau numéro de la Revue Europe sur les littératures de l'Inde, et à ne pas me contenter, à ce qu'on ne se contente pas simplement de traduire des auteurs indiens écrivant en anglais. Donc nous avons réussi, ce que font en général les éditeurs, parce que l'anglais, c'est parlé par à peu près 5-6% de la population là-bas. Alors évidemment, sur plus d'1 milliard, ça fait quand même du monde. Mais en fait, voilà. Donc j'ai essayé de former des équipes de traducteurs, c'était pas simple. Et moi, je me suis attaché effectivement à traduire quelques auteurs qui écrivaient en anglais,
des poètes en particulier. Voilà, ça s'est fait comme ça. Mais c'est aussi par la poésie que vous y êtes entré, par oui, le ghazal indo-persan, par Mirza Ghalib, auquel vous consacrez la dernière partie de votre recueil, La fin des ombres. Oui, exactement. C'est encore par la poésie. Ça a été mon passeport, mon guide en tout cas. C'est vraiment ce qui m'a conduit. Il y a beaucoup des voyages que j'ai faits qui en fait avaient été guidés par quelque chose qui avait à voir avec la poésie. Par exemple, quand je suis allé au fin fond de la Sibérie, c'était pour aller sur les traces d'un poète qui, au moment de la grande Nikolai Zabolotsky, qui, au moment de la Grande Terreur, avait été déporté là-bas, avait travaillé à la construction d'une voie de chemin de fer, etc. Et comme j'avais décidé j'étais en train de le traduire, une traduction, c'est l'une des choses que je trouve les plus belles dans la traduction. C'est que j'ai traduit beaucoup de poètes qui ne sont plus de ce monde. Enfin, beaucoup de poètes. Disons, parmi les poètes que j'ai traduits, il y en a quand même un certain nombre qui ne sont plus de ce monde. Comme c'est un travail au long cours, parce qu'en général, c'est pas que vous mettez le matin puis vous terminez votre journée le soir à avoir traduit toute la journée. En fait, c'est dans des interstices de temps, dans des intervalles de temps, que vous revenez à cette chose-là. Et donc, ça s'étale dans une durée. Et le fait que ça s'étale dans une durée, vous avez le temps, je dirais, de nouer une relation presque intime, de dialogue silencieux, d'échange silencieux, de ressentir une présence. Et même si le poète n'est plus de ce monde, vous le sentez éminemment présent. Et ça peut vous donner, je dirais, le désir d'aller rendre visite à son ombre quasiment, c'est-à-dire d'aller sur des lieux. Souvent, je me suis mis à faire des lectures qu'avaient faites des poètes que je traduisais, comme pour, me sentir encore plus proche d'eux. Et parfois, j'ai eu le besoin, en fait, d'aller dans les lieux dans lesquels ils avaient vécu. Ouais, c'est très impressionnant. Ça me fait penser à une autre lauréate du prix Étienne Dolet, Mireille Gancel, qui rapporte aussi ce genre de mouvement. Comment la poésie, la traduction poétique nous met en mouvement, nous lance dans un voyage qui n'est pas que imaginaire, qui est aussi un voyage réel, qui met en mouvement le corps finalement, comme on pourrait dire, jusqu'à... et puis à retrouver des sources, à faire des rencontres, parfois des rencontres de poètes vivants aussi. Ouais. Mais c'est aussi une sorte de compagnonnage que vous racontez, c'est-à-dire le compagnonnage dans l'écriture. Et je me demandais quelle était justement la relation entre la traduction et l'écriture personnelle. Ah, ça, c'est une question extrêmement intéressante. Merci. Alors, parfois, on m'a demandé, mais est-ce que les poètes que vous traduisez, ça ne vous influence pas lorsque vous écrivez ? Non, je crois pas que ça se joue en termes d'influence. Je crois qu'il faut laisser de côté cette idée-là. Pour moi, c'est autre chose. J'ai essayé d'expliquer où je vois le point commun. Il m'est parfois venu, disons, à l'esprit que la traduction... Un jour ici à la Sorbonne, je fais une parenthèse, un jour ici à la Sorbonne, il y avait une poète italienne, Antonella Aneda, à qui, je dirais, une journée était consacrée. Et il se trouve qu'elle est aussi traductrice, elle a traduit notamment Philippe Jacotet en italien, et elle a dit quelque chose, deux phrases qui ont vraiment retenti en moi. Elle a dit « Quand je traduis, je suis obligé de procéder à une sorte d'éviscération du texte. » Donc le mot est quand même violent. Mais le paradoxe, c'est que cette éviscération est porteuse de vie. Et ça rejoint une réflexion que j'avais eue de façon silencieuse, je veux dire, j'en avais jamais fait état. C'est qu'il m'était apparu qu'il y avait un mythe qui pouvait assez bien correspondre à l'expérience de ce que je faisais en traduisant. C'est le mythe d'Isis et Osiris.
Donc, le corps d'Osiris qui est démembré par Seth, dont les fragments sont jetés dans le Nil. Et ça, c'est la première opération, je dirais, première phase. Il y a un côté très de destruction. Et ensuite, Isis a charge de recomposer, de recueillir ces fragments démembrés et de les recomposer dans une unité. Et le mythe est formidable, parce qu'elle arrive à le recomposer entièrement, sauf, dit le mythe, le membre viril qui a été dévoré par un poisson du Nil. C'est-à-dire qu'il y aura toujours cette part manquante. Et la moindre. Voilà. Mais donc, dans la poésie, et donc, voilà, c'est, je dirais, Solveig de Coagula, où on démembrer et recomposer. Donc, on peut dire qu'il y a une part de violence. Mais une violence qui, d'une part, est sublimée, et d'autre part, qui vise entièrement à offrir une existence, une nouvelle possibilité d'existence, pour la traduction, donc une proposition d'existence dans une autre langue. Et donc il y a ce moment, je dirais, aussi de la recomposition. Et je pense que dans l'écriture, il se passe aussi quelque chose comme ça. Je veux dire, même si ceux qui nous écoutent ou nous écouteront ne sont pas forcément écrivains, mais ils ont vu des manuscrits. Ils ont vu combien il pouvait y avoir de ratures, surcharge de ratures. Et donc, on peut sentir justement dans ce travail d'approche et de cet espace aussi de cette dimension un peu de violence, enfin, de tout ce qui est raturé, de tout ce qui est proposé mais détruit, pour arriver justement à la phase, à l'aboutissement. Donc, ce lieu, cet instant de destruction et de création, de décomposition et de recomposition, ça me semble être ce qui peut rapprocher la traduction et la poésie. Et j'ajoute que dans la mythologie grecque, il y a une dimension très parlante, qui est parfois un peu oubliée, c'est que Apollon était à la fois, évidemment, enfin, on dit c'est le dieu des poètes, dans le sens où il donne la cithare ou la lyre à qui lui plaît. Mais c'est intéressant, il était aussi le dieu des bouchers sacrificateurs. C'est lui qui aiguise les coutelas de Delphes pour le sacrifice. Donc, je pense que même dans notre culture, il y a eu comme l'intuition, disons, de ce lien entre la plume et le coutelas, si je puis dire, entre la part. Et c'est pareil dans la tradition ancienne de l'Inde. C'est-à-dire que les Indiens de l'Inde védique établissent clairement une analogie entre le poème, avec ses césures, ses articulations et ainsi de suite, et l'art de dépecer l'animal pour le sacrifice, où là aussi on découpe selon des articulations. Et il faisait des analogies entre les césures et dans la poésie et les points d'articulation selon lesquels on découpe l'animal, vous voyez. Et voilà, tout ça m'a beaucoup parlé. C'est très impressionnant. Alors ça me fait penser à deux choses qui sont liées plutôt au feu d'ailleurs qu'au couteau, à quelque chose que vous aviez dit, que je reprends souvent d'ailleurs, auquel je pense souvent sur la traduction lors de votre entretien, lors de la remise du prix Étienne Doley, qui était que traduire, c'est comme un incendie, et on se demande toujours qu'est-ce qu'on va garder. On ne pourra pas tout sauver. Voilà, on ne peut pas tout sauver. Qu'est-ce qu'on va pouvoir sauver ? On est comme devant le poème, comme devant un incendie, et on sait qu'on ne pourra pas tout sauver, effectivement. Mais c'est pour ça... Il y a une phrase de Kierkegaard sur laquelle j'étais tombé. Il ne parle pas du tout de traduction, mais j'avais trouvé que ça s'appliquait magnifiquement à la traduction. Il disait « Il n'y a pas de solution, il n'y a que des décisions ».
Et donc voilà, il faut prendre une décision. Mais pour donner un exemple extrêmement simple, dans la langue, si vous traduisez un poème d'une autre langue, dans cette autre langue, par exemple, tel mot peut avoir plusieurs significations. Mettons, il peut en avoir 2, 3. Et en français, c'est pas comme ça. Il faut choisir l'un des mots. C'est-à-dire que dans la langue d'origine, c'est comme ce mot recèle en quelque sorte une explosion possible de sens, alors qu'en français, vous ne pouvez pas trouver un mot qui recouvre toute la palette de sens. Donc c'est pour ça, je dirais qu'il faut prendre des décisions. Et c'est pour ça que je veux dire, c'est aussi ce qui fait que les traductions peuvent être plurielles. Là, je parle juste d'un mot, mais enfin, c'est pas seulement la question de tel ou tel mot. Oui, une traduction peut toujours faire une autre proposition. Je crois que c'est Claude Esteban qui disait que c'était une traduction, c'est une proposition d'existence. Je crois que c'est lui qui disait ça. Et c'est vrai, c'est une proposition d'existence, et il peut y en avoir plusieurs. C'est une proposition de résurrection dans une autre langue, finalement. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que je pense... les traductions peuvent toujours être refaites, je dirais, dans la distance du temps, tout simplement, parce que on ne traduit pas simplement d'une langue dans une autre langue. Il y a des choses qui interfèrent. Et je pense que l'on traduit nécessairement, s'il s'agit de poésie, en fonction des états de la poésie au moment où vit le traducteur, où il entreprend sa tâche. Ce que je veux dire par là, c'est que, prenons un auteur de l'Antiquité, on ne le traduirait pas aujourd'hui comme l'avait traduit, mettons, Victor Hugo. C'est pas possible, parce qu'on doit forcément tenir évidemment le plus grand compte du texte que l'on traduit, mais on baigne aussi dans un état présent de la poésie, et ce qui fait qu'on peut toujours reprendre de loin en loin, recommencer des traductions. Alors ça, c'est la question de la retraduction, et d'ailleurs, je me demandais si vous aviez vous-même pratiqué la retraduction, ou pas plutôt justement la traduction, disons, du découvreur, du dénicheur, qui a une sorte de mission aussi de faire connaître, dont vous parliez tout à l'heure. Oui, moi c'était plutôt... c'est vrai que j'ai plutôt été enclin à la découverte. Pas que je me suis assigné pour tâche d'être le chercheur d'or et qui tout d'un coup trouve un filon. Non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Mais si vous voulez, c'est d'avancer vers l'inconnu, vers ce qu'on ne connaît pas, vers ce qu'on ignore. Et puis quand il y a tout d'un coup quelque chose des textes qui vous touchent, qui touche quelque chose d'un peu inexplicable, en tout cas d'assez profond en vous, vous avez simplement envie de répondre, en quelque sorte. Et presque c'est à la fois comme un remerciement silencieux, mais c'est aussi le désir peut-être d'un partage. En tout cas, je pense qu'il entre en ligne de compte une forme aussi disons, du désir d'offrande, quoi. Et puis de tenter l'expérience, voir ce que ça donne, parce qu'on ne le sait jamais. Et je viens d'employer le mot expérience. Je voudrais peut-être dire 2 choses à ce propos. D'ordinaire, quand on emploie le mot expérience, il y a 2 sens possibles, quoi, essentiellement. Il y a soit on dit celui-là il a de l'expérience dans son domaine, c'est-à-dire en fait il a du métier, il sait y faire, et ainsi de suite. Et puis il y a l'expérience dans le sens où on va se livrer à quelque chose qu'on n'a pas encore fait, qu'on n'a pas encore tenté, et donc c'est l'expérience au sens presque d'expérimental. Je pense que
en ce qui concerne la traduction, même si un traducteur, on peut le dire, chevronné, qu'il a déjà traduit un certain nombre de choses, l'expérience au sens premier, c'est-à-dire du métier, ce n'est pas du tout ce qui prime. Dans le sens où, dans la traduction, il me semble qu'il n'y a guère de thésaurisation possible de l'expérience. Parce que, à chaque fois, c'est une entreprise nouvelle, c'est quelque chose de neuf. Et ce qui compte, ce n'est pas les acquis éventuels des expériences déjà faites, mais c'est l'attention, c'est l'élan dans l'expérience à faire. Alors, bien sûr, quelqu'un qui a, entre guillemets, du métier, aurait peut-être une expérience acquise dans le sens, pas du tout dans des choses positives, c'est-à-dire de ce qu'il faut faire, mais plutôt il a appris des erreurs peut-être à ne pas commettre. Par exemple, on peut apprendre que quand on commence à la traduction d'un nouveau livre, on commence par le début en général, mais qu'en fait, il y a comme une forme d'échauffement qui vient progressivement et qu'on a toujours intérêt, une fois qu'on a fait tout le parcours, à revenir un peu sur le début, voir si le ton, si les choses convenaient. Parce que justement, on était à ce moment-là, on était dans le sens de la découverte. On essayait de trouver les ajustements et on ne trouve pas forcément tout ça du premier coup. Oui, c'est très intéressant. Et ça me conduit à vous poser la question de justement votre expérience de traducteur, votre métier de traducteur, après ces longues années passées à traduire de nombreux volumes, de nombreux poètes, auteurs dans différentes langues. Est-ce que finalement, vous avez une idée de ce que vous avez l'intention à chaque fois de sauver? Ou bien est-ce que finalement, c'est à chaque fois une adaptation à une voix, à un univers qui fait que vous faites des choix et des décisions, dont vous parliez, en fonction de chaque texte? Ou bien est-ce que vous pouvez, avec le recul, construire une vision? Je pense que, si vous voulez, en fait, avec les poètes, c'est dont je me suis rendu compte, c'est que selon les poètes, les défis n'étaient pas les mêmes. Les difficultés, enfin disons les choses les plus... les obstacles, en tout cas, à tenter de résoudre, n'étaient pas les mêmes. Et donc, il faut essayer de trouver le chemin, de négocier le chemin. Et parfois c'est quand même... on n'atteint pas forcément le bout de sa satisfaction. Par exemple, j'ai remarqué une chose dans la poésie italienne. J'ai traduit des poètes qui avaient des vers, disons, relativement longs. Et je dirais que c'est comme un ring. Si vous avez de l'espace, vous avez le temps de retomber sur vos pieds. Quelqu'un, par exemple, comme Giorgio Caproni, qui, dans certains de ses poèmes, c'est à la fois extrêmement musical, entre guillemets, et parfois des vers brefs, vous avez peu d'espace pour vous retourner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, il y a des difficultés différentes. Avec Umberto Saba, dont j'ai traduit récemment une série pas bien longue de poèmes qu'il a consacrés au football, que j'aime beaucoup. Je dirais que ça me laisse un sentiment étrange parce que il y a une espèce de fausse simplicité. Ça a une apparence comme ça de simplicité, mais en fait, en dessous, voilà. Et ça me fait penser, parfois je me désespère et je me dis, je pense que je ne publierai jamais une traduction si je trouvais pas qu'elle avait un minimum d'intérêt, bien évidemment. Mais quand même, il y a des poètes, quand je les ai traduits, ils ne sont pas trop nombreux, heureusement, où je me dis, mais
c'est comme certains fruits, c'est bien meilleur quand on les mange cueillis sur l'arbre, quoi. C'est très difficile de les transporter sans qu'ils se gâtent un peu. Vous voyez ce que je vais dire? Mais bon, et ça, il faut faire avec, quoi, hein, bien évidemment. Et est-ce que vous êtes tenté, justement? Et c'est pour ça que je plaide vraiment pour l'apprentissage des langues qui ne soient pas déliées, déconnectées d'une découverte des littératures dans ces langues, parce que finalement, c'est peut-être absolument pas réaliste dans le sens des politiques d'aujourd'hui, mais je dirais il faut apprendre les langues pour pouvoir lire les poésies de ces langues. C'est tellement magnifique. Je suis convaincu. Mais est-ce que, pour justement rendre la saveur du fruit cueilli sur l'arbre, est-ce que parfois vous êtes tenté d'ajouter quelque chose? Alors, pas forcément un conservateur ou un colorant, quand même pas, mais est-ce que parfois vous êtes tenté de compenser des pertes par d'autres opérations, disons de création en l'occurrence, ou d'interpolation, ou bien est-ce qu'au contraire, quelles sont les contraintes dans lesquelles vous êtes bien obligé, comme traducteur, de vous mouvoir? Alors, d'ajouter... vraiment, je dirais que je serais enclin à le faire le moins possible. En revanche, parce qu'on ne traduit pas des mots, on traduit un poème. Parfois, il m'est arrivé, disons, de découper les vers de façon un peu différente, parce que, disons, ce qui m'importe toujours, c'est qu'à l'arrivée, en français, ça soit un poème qui soit évidemment le plus, entre guillemets, fidèle possible à celui que j'ai traduit, mais que ça soit un poème en français, quoi. Et que ça n'ait pas trop l'odeur d'une traduction, justement, au sens, disons, négatif. Ouais, version, voilà, oui. Et parce que c'est ça, il faut que le poème existe en français. Et parfois, je suis très admiratif de ce que font des traducteurs dont je lis des poètes dans leur traduction. Je trouve que parfois, c'est vraiment extraordinaire. Parce que, je veux dire, ça me touche comme si la langue française dans laquelle ça a été traduit était presque la langue native du poème. Vous voyez, parce que c'est ça, c'est quand même... il y a certainement, évidemment, des pertes, mais le poème renaît pour une autre existence. Claude Esteban, encore, qui a vraiment dit des choses intéressantes, qui était très bon poète et très bon traducteur, il parlait de poèmes parallèles. Traduction par rapport aux poèmes traduits, c'était des poèmes parallèles. Alors évidemment, ils courent chacun sur leur piste, si je puis dire, mais enfin, il y a bien une géométrie dans laquelle les parallèles se rejoignent à l'infini. Et vous avez parlé à plusieurs reprises de Claude Esteban. Est-ce que vous avez d'autres figures de traducteurs qui vous sont particulièrement chères ou qui vous inspirent, auxquels vous revenez, vous pensez quand vous traduisez vous-même, quand vous faites vos expériences de traducteur? Ou des expériences ou bien simplement des modèles de traduction, par exemple, je sais pas, le Milton de Chateaubriand ou le Goethe de Nerval. Oui, alors ça, je veux dire que ça préface la préface que Chateaubriand a faite pour sa traduction de Milton, pour moi, est un texte qui m'a impressionné. Et ce qui est très curieux, c'est que j'en ai eu connaissance, parce que j'avoue que j'avais cette lacune, je n'avais jamais lu ça, et je suis allé vers ce texte grâce à Pouchkine, parce que figurez-vous, ça c'est extraordinaire, il n'y avait pas, tous les réseaux sociaux que nous avons aujourd'hui, mais dans son journal... sont impénétrables. Pardon ? Les voix du traducteur sont impénétrables. Voilà, mais Pouchkine, dans son journal, fait des remarques sur la traduction de Milton par Chateaubriand et sur sa préface.
C'est-à-dire que même dans cette Europe de l'époque, ça pouvait circuler, et Pouchkine l'a remarqué. Alors moi, comme je suis un adorateur absolu de Pouchkine, je me suis dit, ça c'est étonnant. Alors il m'a vraiment étonné, quoi. Et du coup, je suis allé voir. Effectivement, c'est un texte très impressionnant, enfin surtout pour l'époque. Enfin, je veux dire, c'est ça. Ces choses qu'on n'imaginait pas qu'elles aient pu être formulées, pensées à un moment qui nous semble précoce, quoi, je dirais. Mais oui, mais de toute façon, j'ai été sensible aussi à ce qu'a pu dire Nerval sur ces traductions de l'allemand, de Heine. Je suis toujours à l'écoute de l'expérience des autres traducteurs quand ils témoignent ou réfléchissent sur leur pratique. Alors je suis fort peu théoricien. Parfois il m'arrivait de lire des livres plus théoriques sur la traduction, mais enfin c'est intéressant pour ça nous fait peut-être avancer dans notre propre réflexion. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on se met à la tâche, les théories ne nous sont pas, à ce moment-là, je dirais, utiles. C'est pas comme un manuel pratique qu'on consulte pour savoir comment on va faire. Pas du tout. Ça nous aide simplement à prendre plus globalement conscience de ce que l'on fait, des enjeux de ce que l'on fait, etc. Est-ce que, dernière question peut-être, est-ce que vous traduisez en ce moment un auteur, un poète qui vous accompagne? En ce moment, je ne traduis pas en ce moment, mais ça reviendra dans pas très longtemps. Le dernier poète que j'ai traduit, c'est un poète russe qui est mort, hélas, très jeune, qui s'appelle Boris Rigi. Et le livre s'intitule « La neige couvrira tout ». Ça a été publié aux éditions Chênes. Là aussi, c'est un poète qui m'a bouleversé. Et donc, j'ai tenu à essayer de proposer quelque chose de lui en français. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Jean-Baptiste Parra, pour cet entretien passionnant. Et eh bien, je donne rendez-vous à nos auditeurs pour la prochaine édition de A comme Babel. Merci. Merci à vous.